cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! Je ne demande qu'à rester jusqu'à la prochaine récolte. Après, je m'en irai. Pourquoi pas? Ton couvent a de la valeur. Beaucoup de valeur. Pas question de l'abandonner à des soudards qui auraient tôt fait d'y mettre le feu une bonne fois pour toutes. J'ai besoin d'hommes de confiance pour veiller sur les nouveaux biens de la nation. À tout le moins jusqu'à ce qu'un nouveau régiment vienne prendre ses quartiers d'hiver ici. Ça te laissera le temps de tâter des idées de la Révolution. Je les connais. Vraiment? C'est un projet qui a une histoire assez longue en fait, puisque je l'ai écrit avec la co-scénariste en sortant immédiatement de l'école de cinéma que j'ai faite, qui est donc la FEMIS. Et au départ, dans l'idée d'écrire un moyen métrage. Et tout ça était venu à la fois d'un lieu qu'on avait découvert, qui était un monastère et qui avait été réquisitionné par des troupes révolutionnaires au moment de la Révolution, produisant donc une espèce de situation dramaturgique qui nous paraissait intéressant d'explorer. Et puis c'est un peu aussi disons le fils caché peut-être de mon travail de fin d'études qui travaillait aussi la question du film d'époque, la question de s'arracher de quelque part pour vivre autre chose, d'un rapport du rapport qu'on entretient au vent du changement qui passe. Voilà, enfin, c'était un peu toute cette nébuleuse-là qui s'est cristallisée dans l'écriture d'un scénario de moyen métrage, qu'on a mis assez longtemps à financer, et qui s'est retrouvé en fait au tournage puis surtout au montage devenir un long métrage et nous poser un petit cas de conscience qui était alors qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on s'obstine à en tirer une version de moins d'une heure ou est-ce que tant pis on joue les corsaires et on vaille que vaille on va au bout de cette version partie qu'on a pris et qui a été au fond validée par la sélection du film à la CID à Cannes qui l'a mis vraiment en lumière et qui lui permet d'être distribué à la fin de l'année. L'intérêt du film historique, c'est pas de tenter de donner à voir une image supposément réaliste de comment c'était, puisque de toute façon, nous n'y étions pas, on a au mieux que des sources qui sont forcément lacunaires. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les lacunes, c'est-à-dire les trous dans lesquels nous, on va glisser de la fiction, et de la fiction qui vient de notre présent, puisque on l'écrit là maintenant, et qui, en un processus d'aller-retour, va venir réinterroger le présent. Et puis, je suis assez convaincu de l'idée que l'art en général, mais donc la littérature, le théâtre, le cinéma, doivent en permanence réinterroger, remettre au travail un certain nombre de récits historiques qui ont tendance sinon à se fossiliser se sédimentariser, sous des formes qui sont parfois idéologiquement très douteuses ou problématiques, enfin, le récit national ou le roman national en étant l'archétype. Et voilà, notre boulot à nous, c'est de s'emparer de ça et de le remettre au travail. Et donc, je pense que c'est un truc qu'il faut faire régulièrement. Mais comme, en fait, je sais plus qui dit il faut retraduire les textes régulièrement, mais je pense qu'il faut refilmer l'histoire régulièrement aussi, parce qu'on la racontera pas de la même manière, et qu'il ne s'agit pas de chercher à tout prix la bonne version, mais de simplement produire la version d'une époque. Et voilà, visiblement, il y a quelque chose dans l'air du temps autour de la Révolution, puisqu'il y a eu le film de Pierre Schoeller qui est sorti, il y avait la pièce de théâtre de Pomera il y a 3-4 ans. Donc, je pense qu'on a aussi été pris dans cette interrogation-là, peut-être qu'il y a un vrai désir de révolution, ou en tout cas il y a des manques et auxquels la Révolution française d'un seul coup devient quelque chose qu'on peut aller interroger pour chercher peut-être des réponses, quoi. Cette idée de la belle langue, c'est pas une coquetterie, enfin c'est pas pour le plaisir de s'écouter parler, de la même manière qu'on sculpte un plan en l'éclairant, en le cadrant. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas cette intention-là avec la parole. Aussi parce que mon cinéma est un cinéma pas vraiment naturaliste, en tout cas c'est pas un langage qui m'intéresse en tant que cinéaste, hein, j'entends bien, pas en tant que spectateur. Et donc oui, je suis convaincu du pouvoir de la parole et d'une certaine manière aussi, on ne peut pas s'intéresser à la Révolution française qui a été une espèce d'époque, mais tellement prolifique en discours, et puis, enfin, des discours de très 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 haute volée, quoi. On ne pouvait pas ne pas se poser la question d'être...
Enfin, il fallait pas être négligent avec la parole, quoi. La parole aussi, c'est le bon endroit pour casser. Je pense que c'est pile l'endroit intermédiaire entre tout le côté un peu binaire, le sensuel, le sacré, enfin le sensuel et le spirituel, le sacré, le profane sont des catégories qui je trouve un peu réductrices. Et le personnage d'Abriel, pour moi, devait être précisément dans une zone très poreuse entre l'un et l'autre, parce que je suis pas sûr que la frontière ait beaucoup de sens. Et à mon avis, la parole est précisément l'endroit où la frontière se dissout. Parce que la parole, elle est à la fois matérielle, mais elle est aussi... parler, c'est du langage, donc c'est du sens, donc c'est de l'esprit, si on veut. Et je pense que ce soin qu'on a accordé au dialogue, à la parole en général, procède de ce désir-là que j'avais de brouiller un peu cette dichotomie. L'idée du film était de se poser la question de qu'est-ce que c'est que l'engagement, en essayant d'évacuer la tentation peut-être un peu romantique au sens de la littérature du 19e, je veux dire, tels que des personnages à la Julien Sorel le véhicule, c'est-à-dire d'un seul coup, une cause nouvelle arrive et on l'embrasse pleinement tout de suite. Alors c'est des romans magnifiques et ça donne des films géniaux par ailleurs, et moi je suis très client de ça. Mais pour le coup, et peut-être c'est là d'ailleurs que le film trouve sa contemporanéité, j'en sais rien, j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas filmer un personnage comme ça aujourd'hui, que c'est des modes de représentation, des typologies de personnages qui sont très irréels, quoi, ou très idéalisés. Et donc, Gabriel pouvait effectivement pas embrasser tout de suite la cause des révolutionnaires. Je voulais qu'on assume qu'il a un côté presque réactionnaire. En même temps, il défend quoi ? Il défend une maison, il défend un lieu, il défend pas nécessairement un discours. Il est en permanence ballotté entre des désirs qui sont peut-être presque très égoïstes, en tout cas des désirs qui n'ont de sens qu'à son échelle, des tentations beaucoup plus larges. Enfin, le film s'attache à suivre ce lent vacillement et qui se termine sur un départ, quoi. Mais ça devait prendre du temps. Dès lors qu'ils se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes, il y a, oui, ce désir, et je pense qui est très communicatif, même pour nous spectateurs, d'une espèce de retour très édénique à la nature. Et en même temps, je voulais que tout ça soit profondément travaillé par une espèce de morbidité un peu latente, parce que un des personnages du film aussi, c'est le lieu, c'est ce monastère. Or, ce monastère, une fois qu'il est vide, je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup de sens ou qu'il ait cette espèce de vibration assez particulière que, au fond, même l'occupation des soldats lui conserve. Et donc, l'idée était aussi que dans le flot de questions qui travaillent notre personnage, celle du sens du lieu se pose aussi. Et que donc cette tentation utopique je dirais pas se solde par un échec, mais en tout cas, une fois de plus, je ne voulais pas qu'elle s'affiche comme une solution. Et tout doit être une recherche. Enfin, je ne vais pas spoiler la fin du film, mais il y a quelque chose de très net dans l'idée que pour moi la révolution, c'est le mouvement, en fait. Or, à ce moment-là, cette deuxième partie du film est très immobiliste et le temps se fige dans une espèce d'éternité ensoleillée, très belle en surface, mais dans laquelle j'ai essayé d'instiller, oui, une espèce de puissance, pas de mort, mais en tout cas d'inquiétude qui finit par contaminer les personnages et les oblige à prendre une décision. Comme le film se passe quasiment toujours dans un seul lieu, la manière dont on le filme est assez importante parce que on peut faire passer tellement de choses. Juste par exemple dans l'évolution de la manière dont on filme la cellule, comment est-ce qu'on décide d'élargir le cadre ou pas ? Qu'est-ce que ça veut dire à un moment de faire un plan large ? Pourquoi est-ce qu'on le garde pour tel moment du film ou pas ? Ça crée une dramaturgie, je dirais presque souterraine de l'espace qui, j'espère en tout cas, fait résonner ce que vous disiez, les discours, les questionnements intérieurs des personnages, leurs relations, etc. Et donc oui, on est obligé d'être précis au cadre. L'idée étant malgré tout de surtout pas tomber dans une rigidité cadavérique. Enfin, je trouve que parfois suraffirmer un cadre, c'est une manière de dire regardez comme je cadre et de se ficher de ce qui se passe à l'intérieur. Les cadres à chaque fois sont pensés parce qu'il y a bien sûr pour les espaces, mais parce qu'il y a des corps dans les espaces qui font des choses, qui parlent, qui pensent. Le travail, c'est simplement
ensemble, c'est pas de donner un cadre, de mettre le comédien dedans et de dire tu bouges plus ou tu fais ça, ni de dire au comédien fais ce que tu veux et nous on te suit, c'est d'essayer de construire ensemble le bon langage du film et de la scène. Et oui, j'aime bien cette précision. Parce qu'elle me semble rigoureuse en beau sens du terme. Pas rigide, mais rigoureuse. Et j'espère, elle articule, c'est l'endroit où on articule aussi le sens et l'émotion. En tout cas, c'est comme ça qu'on a travaillé. Mais c'était pas découpé du tout en amont, ou très peu, hormis certaines scènes un peu complexes. Ça s'est plutôt trouvé sur le tournage, parce qu'en plus, je tourne que en décor naturel. Donc des décors très contraignants. La cellule, elle fait vraiment 7 mètres carrés. Donc dès que vous avez mis un comédien, ou 3 ou 4, un cadreur et une assistante et un preneur de son, et peut-être moi si ça rentre, il n'y a plus de place. Une fois de plus, c'est des contraintes passionnantes parce que si vous voulez avoir un plan qui ne soit pas trop large, donc qui ne dévoile pas l'espace, mais que les personnages soient dans le même cadre, ça veut dire qu'ils doivent être très proches. Mais alors, ça veut dire que les personnages soient aussi proches. Et en fait, on se pose en permanence des questions de dramaturgie qui imposent une précision dans le choix de l'endroit où se place la caméra, dans le choix de la focale, etc. Mais ça s'est vraiment inventé sur le film aussi. Moi, je suis très attaché, en tant que cinéaste, à l'idée qu'on doit, comme des artisans, on doit posséder notre outil de travail. Si on voulait que ce film existe, on savait qu'on aurait du mal à convaincre des producteurs de se lancer dessus. Et de l'avoir développé et financé nous-mêmes nous donne ensuite une liberté absolue, plus qu'un contrôle, de laisser et de conserver au film la forme qui doit être la sienne. Je ne sais pas si un producteur, par exemple, extérieur, si ça avait été produit par une autre société, aurait si facilement laissé le film se terminer en long métrage. Et j'en suis sincèrement pas sûr. Or, pour le film, et puis pour nous et pour moi, il fallait absolument que ce soit un long métrage. En fait, c'est plus l'autonomie que l'indépendance, ou en tout cas l'un appelle l'autre, ou l'un permet l'autre. Pour moi, et pour nous, du coup, au film d'Argile, c'est une vraie profession de foi. Et en dépit du travail que ça demande et des sacrifices que ça suppose de consentir, le fait est que, en tout cas, je suis extrêmement fier de ce qu'on a produit et de la manière dont on l'a fait, de la liberté qu'on a pu conserver dans nos créations. Et ça, c'est sans prix. Mais ensuite, viens mettre ta langue au service de l'égalité et de la justice, Gabriel. Tu parles bien. Les hommes t'aimeront. Ils te suivront.